Bonjour à tous depuis le palais de Topkapı. Le palais de Topkapı est un lieu très important d'où l'État et le monde ont été gouvernés pendant des siècles. Exactement 24 sultans ottomans ont vécu ici en personne. Les Fatih Sultan Mehmet II, ils étaient là jusqu'à Mahmoud. La Bab Sadeh que vous voyez derrière moi est en fait l'un des points les plus spéciaux du palais. Nous sommes actuellement dans la cour extérieure. Dans un instant, je vais vous faire entrer par cette porte. Nous entrerons dans la cour intérieure et un institut très important de la cour. Endelon, Maj. Nous verrons les endroits où les élèves de la 5e classe d'Anderun résidaient et accomplissaient leurs tâches. Voici le trésor. Il y avait 2 trésors au palais de Topkapı. L'un est intérieur, l'autre est extérieur. Exactement comme chez nous, les êtres humains. Quel est notre trésor extérieur, nous les humains? C'est notre poche, notre portefeuille, l'argent que nous utilisons momentanément dans notre sac. Quel est notre trésor intérieur? Ce sont nos fonds d'investissement dans les banques, nos bijoux ici et là, ou ce sont nos économies. Voici donc le trésor extérieur de cet État. Regardez, c'était le bâtiment que vous voyez juste ici. Le bâtiment que vous voyez, avec ses 8 dômes, s'appelle à l'origine Hazine-i Amir, le trésor extérieur du palais. Aujourd'hui, des armes cérémonielles y sont exposées. Principalement, encore des bijoux, encore dorés à leur fin, plaqués à argent. Mais normalement, ce ne sont pas ce genre d'objets qui se trouvent ici. Il y avait des pièces d'or et d'argent étincelantes. Quand nous entrions, il y avait des puits au sol. Les puits étaient remplis de pièces. Tous les 3 mois, les nouvelles recrues recevaient leur solde ici, en sac. Mais aujourd'hui, notre sujet avec vous est Landerun. Il y avait un endroit à Landerun qui était fermé depuis environ 12 ans, pas par caprice, en raison de sa restauration. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Parce que c'était le bâtiment le plus ancien du palais. Dire que c'est le bâtiment le plus ancien du palais, cela signifie qu'il a été construit par le sultan Mehmed le Conquérant. Il y avait le trésor construit par Mehmed le Conquérant et les dortoirs des étudiants de Landerun qui surveillaient le trésor un peu plus loin. Maintenant, pour voir tout cela, nous allons entrer par cette porte avec vous. Et dans la cour de Landerun, nous parlerons de tout, y compris du trésor et des détails du trésor exposé ici. Le voici derrière nous, la 5e cour de Landerun du palais de Topkapı. Le trésor où les élèves de la 5e classe accomplissaient leurs devoirs. Maintenant, regardez, je dis accomplissaient leurs devoirs. Je ne dis pas qu'ils y restaient. Il y a de nombreux bâtiments dans la cour de Landerun. Dans ces bâtiments, les élèves résident et accomplissent leurs devoirs. Mais ici, c'est l'endroit où ils accomplissaient leurs devoirs au trésor. Ce n'est pas ici qu'ils résidaient. Quand nous entrons dans la cour, c'est-à-dire par la porte. Les 2 premières unités à droite et à gauche de Bab Saad sont la petite et la grande chambre. Les 2 premières classes de Landerun. La 3e classe est le département des expéditions. Donc regardez cette unité que vous voyez. La 4e classe se trouve juste à l'arrière, de l'autre côté. L'unité Kushan, la 4e classe. Ils y résidaient et accomplissaient également leurs devoirs. 5e classe, le trésor. Les fonctions du trésor étaient l'endroit que vous avez vu juste derrière moi. Leur dortoir était ici. C'est connu comme le dortoir du trésor. Les étudiants résidaient ici, mais leur lieu de travail était ce bâtiment que vous voyez. Pourquoi? Parce que leur fonction était le diamant Khashoggi. Sa fonction était le poignard de Topkapı. Sa fonction comprenait des objets extrêmement précieux, ornés de bijoux, incrustés, des aigrettes, venus de pays étrangers, des cadeaux, des coffres, des trônes, des souvenirs. Étant donné que leur grande valeur était connue, ils veillaient sur eux et en prenaient soin. Ils étaient même responsables de leur production. Regardez, dans les grands États, dans la hiérarchie interétatique, il y a quelque chose appelé le trésor intérieur. Tout à l'heure, à l'endroit où j'ai fait la première présentation, je vous ai montré le trésor extérieur du palais de Topkapı. Qu'est-ce que le trésor extérieur? C'est de l'argent. À l'époque, comme il n'y avait pas de billets, c'était de la monnaie métallique. Or, argent, c'est ça. Le trésor intérieur, c'est votre épargne. C'est-à-dire, dans une banque, votre coffre où vous mettez vos bijoux. Pensez à ce que c'est. Eh bien, le coffre de banque où l'Empire ottoman mettait ses bijoux était ce bâtiment que vous voyez. Lorsque l'État s'affaiblissait, que son économie déclinait fortement et qu'il devait imprimer de l'argent, il mélangeait à cette monnaie. Quand il ne trouvait plus d'or et d'argent, il utilisait les objets
doré ou argenté ici. Il fondait les récipients, les objets, et les utilisait comme monnaie. De toute façon, cet or, ces bijoux, la façon de conserver l'argent sans le transformer était de le garder sous forme de bijoux. Ensuite, il l'intégrait progressivement dans l'économie de cette manière. Il réussissait à l'introduire en cas de situation d'urgence. Maintenant, lorsque nous entrerons, je vous parlerai des objets. Je vous parlerai du bâtiment. Pour l'instant, sans entrer dans le bâtiment, je vous parle de cette institution, Trésor. Le bâtiment est une construction commandée par le sultan Mehmed le Conquérant. Pourquoi est-il fermé depuis 12 ans? Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? L'entretien, parce que c'est le plus ancien bâtiment du palais. Fatih conquis Istanbul. Peu de temps après la conquête, il a fait construire un palais à cet endroit stratégique de Sarayburnu. Il y a le pavillon de Fatih des deux côtés. Le premier pavillon de Fatih est ce bâtiment que vous voyez. Le deuxième pavillon de Fatih se trouve juste dans cette direction, avec le harem derrière nous. Derrière le harem se trouve Gulan. Avant d'arriver à Gulan, en passant derrière nous se trouve le musée archéologique. Commandé plus tard par Abdulhamid Han, il y a un pavillon de Fatih dans son jardin. Nous le connaissons, généralement sous le nom de pavillon chinois. Ce pavillon était la maison de Fatih. Il y passait la nuit. Il montait à cheval et venait de là, clop, 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 comme ça. Et ce bâtiment que vous voyez était son centre de gestion. À l'époque de Fatih, sous le nom de palais de Topkapı, un certain nombre de bâtiments ont été construits à l'intérieur de Suru Sultani, mais 3 bâtiments étaient essentiels. Le pavillon de Fatih, utilisé comme trésor pendant des siècles, le pavillon chinois, qu'il a construit comme sa maison, aujourd'hui dans la cour du musée archéologique. Et aussi juste à l'angle, le département des reliques sacrées. Plus tard, avec les reliques sacrées, il a pris le nom de Hurkayzade Dairezi. Mais c'était aussi l'un des espaces de vie privée de Fatih. Lorsque Fatih a fait construire ce pavillon ici, il a également fait construire un bain à côté. Plus tard, lorsque le dortoir des Seferlis a été établi, ce bâtiment annexe a été ajouté ici et une partie du bain est restée sous le bâtiment. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur le Seferler Dairezi, j'y explique également clairement ce bain, la partie froide du bain, la première partie d'entrée a commencé à être utilisée comme la première unité de ce pavillon de Fatih que vous voyez. Maintenant, par exemple, nous allons bientôt entrer par cette porte. La première partie que vous voyez n'est pas un bâtiment appartenant au pavillon construit par Fatih. C'est la partie froide du bain construite par Fatih. La partie chaude, en revanche, est restée à l'intérieur du Seferler Dairezi. Et lors de la dernière restauration, les escaliers d'entrée, les buanderies et, surtout, les zones de circulation de l'eau chaude sont clairement montrées à l'intérieur des Seferler recouverts de verre. Approchons-nous un peu plus. Parlons de plus près du trésor. Nous allons bientôt y entrer. Nous parlerons de l'unité du trésor avec ses histoires incroyables. Maintenant, ce département du trésor que vous voyez est une deuxième tâche pour les étudiants d'Anderun. L'entretien, la protection, la tenue de l'inventaire du trésor et pour leur troisième tâche, des cadeaux appartenant à l'État seront échangés avec des États étrangers. Quant à ces cadeaux, Juan, Mahmoud, il y avait un État turc dans la géographie iranienne. Dans un État chiite, un souverain sunnite était monté sur le trône, Nadir Shah. Nadir Shah Wan, il envoya un trône en cadeau à Mahmoud. Ce trône est ici. Nous le verrons à l'intérieur dans un moment. Juan, Mahmoud a également offert à Nadir Shah un poignard avec un manche composé de 3 grands émeraudes et une montre sur le dos. Cependant, le poignard nous est ensuite revenu. Il est aussi ici. Qui a fabriqué le poignard? Les maîtres artisans. Il a commandé les étudiants de la section trésor. Quand on dit étudiants, ce ne sont pas des enfants, ce sont bien sûr des adultes. À l'entrée du palais de Topkapı, la première cour, dans le jardin avant, il y a la monnaie impériale. À l'intérieur de la monnaie, il y avait une équipe spéciale, des artistes, des maîtres y travaillaient. Il y avait des maîtres tanneurs, des maîtres menuisiers, des maîtres joailliers, des maîtres en incrustation d'or. Ils produisaient des œuvres d'art pour le palais
et qui lui étaient destinés? Eh bien, ces artistes qui dirigeaient tous les maîtres. Les étudiants de cette unité que vous voyez les dirigeaient. C'est-à-dire qu'ils suivaient ces travaux tout en se préparant progressivement à devenir des hommes d'État. Le trésor avait également une telle caractéristique. Allez, maintenant approchons-nous un peu plus de la porte. Maintenant, normalement, le pavillon de Fatih se compose de 3 unités et 1. Il s'agit du pavillon du monde des nombres. Regardez, ce sont les unités accessibles par ces portes que vous voyez. Et juste après un pavillon, s'il y a une numa continue, avec un magnifique oriel. Si vous regardez attentivement ici, toutes les colonnes sont blanches. Seulement 2 colonnes, vert, marbre somaki. Pourquoi? Parce que c'est ici l'entrée principale du trésor. Donc quand vous regardez, la porte principale du trésor était en fait ici. En entrant dans le trésor, on passait entre ces 2 colonnes vertes que vous voyez. Et c'est ainsi qu'on entrait dans le trésor par ici. À l'époque de Fatih, l'aménagement était fait de cette manière. Il existe même des photos en noir et blanc de la dernière période du trésor. À la porte, le personnel du trésor se rangeait en double fil. La porte s'ouvrait de cette manière. Donc ici, la clé du trésor n'était pas détenue par une seule personne. Il y avait aussi plusieurs personnes présentes en même temps. Lors de l'entrée dans le trésor, plusieurs personnes supervisaient l'événement en même temps. Pourquoi? Ils se contrôlaient mutuellement. Vous savez, il y a un dicton célèbre. 1 personne, 2 personnes diables, 3 personnes communauté. Ainsi, en entrant ici, l'autocontrôle était également assuré. Maintenant, que faisons-nous? Nous entrons dans le trésor par une autre porte. Dès que nous entrons dans le trésor, nous sommes accueillis par la magnifique salle de réception, construite par Fatih Sultan Mehmet. Cet endroit se compose de 3 unités, 3 unités et une vue incroyable, d'un côté sur la mer de Marmara et de l'autre sur le Bosphore d'Istanbul. Venez par ici. Regardez, vous voyez, juste en face de nous se trouve la caserne de Selimiye. Juste après, il y a la gare de Haïdar Pacha et l'embarcadère de Kadıköy au loin. Nous voyons les îles. Juste devant nous, nous voyons les bâtiments annexes du palais de Topkapı. Ici, c'est le jardin du palais. Notre plus grand souhait est le suivant à court terme, que la restauration des bâtiments soit achevée et qu'ils soient ouverts au public en tant que musée, exposant de nombreux objets précieux actuellement entreposés dans les dépôts du palais, contribuant ainsi au tourisme. Passons de ce côté. Regardez en face de nous, le Bosphore d'Istanbul au loin, le lycée militaire de Kuleli, la mosquée d'Ortaköy. Une vue magnifique en commençant par Üsküdar, la tour de la jeune fille est juste devant nous. En commençant, nous voyons tout cela. La mosquée Sofa que nous voyons là, Mehmet le fait construire, commandé par le sultan Abdülmecid. Le dernier bâtiment du palais de Topkapı, le pavillon de Mecidiye Köşkü. Et bien sûr ici, le plus magnifique est celui que Fatih a fait construire, le pavillon Sihanluma, avec son balcon en saillie. Le sultan Fatih Mehmet admirait cette vue magnifique depuis cette façade extérieure du palais. Un jour, vous aussi devriez venir à cet endroit où le sultan Fatih Mehmet admirait cette vue et la contempler à travers ses yeux. Maintenant, pas à pas avec vous, explorons le pavillon de Fatih. Sous-titre MK. Au palais de Topkapı.
Les bijoux les plus importants appartenant au sultan étaient exposés. C'étaient des aigrettes incrustées de pierres précieuses. Autrement dit, ils portèrent des turbans. Pas de croix, ils nouaient des turbans. Les parties frontales des turbans étaient appelées aigrettes. Ils portèrent des bijoux ornés, surtout avec des diamants, des perles, des rubis. Les chaînes latérales étaient également fixées au bord des turbans. La plupart du temps, ils étaient ornés de plumes. Ces plumes provenaient de paons, d'oiseaux ou d'autruches. En général, ces plumes venaient de la Mecque. Elles provenaient des balais utilisés pour dépoussiérer la cour de la Kaaba et les murs de la mosquée du prophète à Médine. Ils attachaient les plumes de ces balais à leurs aigrettes en disant « Ô Seigneur, nous sommes les balayeurs de ta maison, c'est-à-dire de la Kaaba, et ô prophète, nous sommes les balayeurs de ta mosquée du prophète. » Et pour documenter cette situation, ils attachaient ces plumes à leur front. Le trône que vous voyez ici est celui utilisé par l'Empire ottoman, notamment jusqu'à la fin de son règne, et également par le sultan Vahdettin. C'était un trône de cérémonie, entièrement recouvert d'or et orné des émeraudes que vous voyez dessus. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter chaque détail en longueur. Cela prend des heures, cette vidéo ne finirait jamais. Mais lors de l'accession au trône du sultan Vahdettin, en 1918, juste à côté de ce trône, ne vous inquiétez pas. Il est assis comme s'il disait qu'il se lèverait bientôt sur une photo en noir et blanc. Nous le voyons directement devant la porte sublime. Ce que nous voyons ici est le Zırh III. C'était l'armure de cérémonie de Mustapha. Il était l'un des sultans les plus riches de l'Empire ottoman. Quand je dis cela, les groupes demandent parfois « Y a-t-il un sultan pauvre ?» disent-ils. Peut-être qu'il n'y avait pas de sultan pauvre, mais finalement il y avait des sultans avec beaucoup et peu de biens personnels. 3. Mustapha était riche. Il était également un ennemi des Russes. Lorsque la guerre entre l'Empire ottoman et la Russie allait éclater, on disait qu'il ne pouvait pas mener cette guerre car le trésor de l'État était très vide. Il avait dit « Je financerai cela de ma propre poche et je poserai 2 rangées de sacs d'or d'ici à Moscou. » Oui, il a bien financé, mais malheureusement, cette guerre s'est terminée de manière tragique, comme le traité de Küçük-Kaynarca. En regardant l'armure, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que l'homme n'avait pas de ventre du tout. Dans ces tableaux, où vous voyez des sultans grands et ventrus, à quel point ils étaient en réalité des hommes sveltes, nous le comprenons vraiment par leur capacité à entrer dans ces armures. Au palais de Topkapı, en fait, l'histoire la plus célèbre des reliques, des détails du trésor, est ce poignard de Topkapı que vous voyez. Un jour, je vous raconterai longuement l'histoire de ce poignard sur ma chaîne YouTube à travers des récits historiques réels. Mais je voudrais dire qu'il a été commandé par Mahmoud Ier comme cadeau pour le grand Safi Nadir Shah et qu'il a été fabriqué par les maîtres joailliers du palais de Topkapı, envoyé pour être remis à Nadir Shah, mais ramené après avoir appris la nouvelle de la mort de Nadir Shah à Doğu Beyazıt. Les gourdes utilisées lors des cérémonies du palais et juste en dessous, l'écriture, les ensembles et tous les rouges que vous voyez dessus sont des rubis. Tous les verts sont des émeraudes et tous les jaunes sont en or. Ce sont des armes de cérémonie. Il y a une arme utilisée dans un combat réel, utilisée uniquement de cérémonie en cérémonie. Regardez les épées, les poignards, les dagues. Encore des plumes, des carquois, c'est-à-dire des sacs à flèches, des arcs et des cordes pour tirer les flèches. Des bannières, des casques, des boucliers. Ce que vous voyez ici, les poudrières, les pistolets et les fusils sont tous plaqués or avec des bijoux. Et tous étaient utilisés lors des cérémonies
par différents sultans. Regardez, le trésor. C'est la première unité lorsque vous entrez par le balcon. C'est la première unité que nous voyons. En allant vers la deuxième unité d'ici, je tiens à ce que vous voyez particulièrement. Ces suspensions ornées. Chacune d'elles a sa propre histoire. Mais je voudrais que vous prêtiez particulièrement attention à la deuxième en partant du début. Cette magnifique, immense, ornée d'émeraude, plaquée hors suspension Murassa que vous voyez, a été spécialement fabriquée pour le tombeau du prophète. Paix et bénédiction sur lui, à Médine. Cette suspension Murassa, commandée par Mustapha, et envoyée à Médine pour être accrochée au-dessus du sarcophage du prophète, paix et bénédiction sur lui, a été soutenue par les Anglais grâce à Fareddin Pacha. Lors de la révolte de Chérif Hussein, elle a été sauvée pour ne pas tomber entre les mains des Anglais et de Chérif Hussein et a été ramenée à Istanbul. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est ici. Elle est conservée sous protection. Peut-être qu'un jour, à nouveau, lorsque la protection de ces lieux sera assurée, ces reliques retourneront à leur place. La suspension que vous voyez à l'arrière a également été commandée par le sultan Abdülmecid et envoyée à Médine pour le tombeau de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Et elle a de nouveau été sauvée du pillage par Fareddin Pacha et apportée ici. Écoutez, là, est exposée ici. Maintenant, si vous êtes prêts, sortons. Regardez, nous sommes passés à une autre unité. Ce que vous voyez ici est au palais de Topkapı. Nous sommes actuellement dans une autre unité du trésor au palais de Topkapı. Nous sommes dans une deuxième unité. Et concernant cette unité, nous allons maintenant discuter des détails avec vous. Ce trône que vous voyez a été fabriqué par Nadir Shah lui-même. C'est un trône envoyé en cadeau à Mahmoud pendant des années. Il a été présenté au palais de Topkapı comme le trône de Yavuz Sultan Selim à cause de la désinformation. C'est ainsi qu'il a toujours été raconté. Mais en réalité, c'est Nadir Shah. Qui est Nadir Shah? Il y avait un État turc musulman qui vivait dans la région de l'Iran, les Safavides. Leur seule différence avec les Ottomans était qu'ils étaient chiites. Et un souverain sunnite est monté à la tête de cet État. Nadir Shah est fabriqué par Nadir Shah. Il a été offert en cadeau à Il a été offert en cadeau à Mahmoud. En échange, il a envoyé en cadeau à Nadir Shah le magnifique poignard à poignée d'émeraude. Ce sont des trésors qui n'attirent généralement pas l'attention des groupes de touristes qu'ils passent rapidement devant, mais qui sont en fait parmi les plus magnifiques à voir absolument. Que sont-ils? Ce sont les butins de Shah Ismail. C'est-à-dire que Shah Ismail a été vaincu à la bataille de Chaldiran. Yavuz Sultan Selim l'a vaincu et Shah Ismail a fui la bataille. La ceinture de Shah Ismail, son brassard et sa gourde ont été capturés et apportés au palais de Topkapı par Yavuz Sultan Selim. À ce sujet, je ferai un épisode de la section Histoire vraie avec une histoire très détaillée. Assurez-vous de regarder, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je passe rapidement sur ces parties parce que il y a certains objets offerts au sultan ou par les sultans en cadeau appartenant au palais. Il y a des armoiries, des insignes comme vous pouvez le voir.
l'endroit où nous entrons, qui appartient au trésor, comme je vous l'ai expliqué dehors. La section froide du plus important et ancien hammam du palais, construit par le sultan Mehmed II pour le trésor. Nous entrons maintenant dans la section froide, mais c'est aussi une unité du trésor. Regardez, quand vous entrez dans cette section du trésor, je vous invite à lever la tête et à regarder autour de vous. Nous voyons un dôme. Comme vous pouvez le voir sur les côtés, nous voyons des exèdres, des quarts de dôme. Et nous voyons quelques niches dans les murs. C'était la section froide du hammam de Fatih. Plus tard, elle est devenue une partie du département du trésor et a été agrandie. Le hammam a été annulé. Ici, il y a ces objets de rebut appartenant au palais. Il y a des encensoirs. Dans cette section que nous voyons appartenant au palais, 1 minute des Hidei Sherif sont exposés. Les îlis montrant la noble apparence de notre prophète. Regardez, il y en a une ici. Vraiment très belle. Vous voyez cela. Il y en a une juste un peu plus loin. En fait, leurs pochettes ornées de bijoux et de perles sont également visibles. Continuons. Il a été utilisé ici, à différents siècles du palais. Il y a des Korans, des Enami Shérif. Bien sûr, leurs reliures sont extrêmement précieuses, avec des bijoux, des rubis, des émeraudes. Plaqués or, des turquoises. Ces bleus que vous voyez sont par exemple des turquoises. Il y a de petits Korans de Sankak, des coffrets de Sakali Shérif. Ce sont également des objets très précieux appartenant au palais, auxquels il faut prêter attention. Quand vous entrez dans la salle du trésor, c'est indispensable. L'un des objets que vous devez voir est cette boîte que nous voyons. Tri, commandée par Murat, la protection de Saadet. Tri, commandée par Murat. Au début des années 2000, lors de la préparation du livre des reliques sacrées, j'avais été l'éditeur de ce livre. Le livre avait été réalisé avec une couverture et une boîte. Lors de la fabrication de la boîte, cette protection originale que vous voyez a été prise comme modèle, bien sûr. Elle a été imitée avec de faux bijoux. Je ne vois pas si vous trouvez ce vieux livre dans les archives ou ailleurs. Bien sûr, ici nous voyons aussi les chapelets appartenant au palais, utilisés par les sultans ou les épouses des sultans. Chacun est fait de différents matériaux, fabriqués à partir de zéversets, de perles, de carapaces de tortue baha ou d'ambre que nous appelons vomi de baleine. Des chapelets tout différents et tous magnifiques. Par exemple, ces rouges sont des coraux provenant de l'océan. Une créature marine. Les coraux, nous les voyons. Ils attireront notre attention dans la section trésor du palais de Topkapı. C'est l'un des détails les plus magnifiques. Ce que vous voyez sont des chandeliers en or plaqué, avec des diamants étincelants. Ils ont été commandés par le sultan Abdülmecit. Ils ont été offerts au tombeau de notre prophète à Médine. Il y en a deux. L'un est resté longtemps à la tête du cercueil de notre prophète, l'autre à ses pieds. Ils ont été amenés à Istanbul grâce aux efforts de Fahrettin Pacha pour éviter qu'ils ne soient pillés lors du siège de Médine par les forces de Shérif Hussein soutenues par les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ils sont conservés ici sous notre protection.
Après 12 ans, la section des trésors du palais de Topkapi a été ouverte. Lorsque vous entrez dans le trésor, regardez, vous entrez par cette porte. En entrant, si vous tournez à droite, vous êtes d'abord accueilli par le Sian Mumakase, avec le balcon de Fatih. Ensuite, vous êtes accueilli par la section principale d'entrée du palais, puis la deuxième section d'entrée, et enfin la partie qui était auparavant un bain, et vous sortez par là. Mais lorsque vous entrez ici, il y a une section que vous devez voir. Elle vous accueillera dès que vous entrez et tournez à gauche. Section. Par exemple, si vous visitez ces lieux et ne tournez pas à gauche ici, vous aurez visité le palais, le trésor, sans voir ce que vous vouliez, le plus voir. Et qu'est-ce que c'était? C'était le diamant du Khashoggi. Regardez. Dans cette vitrine que vous voyez, le diamant en haut n'attire en fait l'attention de personne. Tout le monde passe devant avec un regard de quelques secondes et s'en va. Je vous raconterai son histoire en détail dans une vidéo séparée. Je vais juste vous dire ceci. Son nom était Kefkebi Duri. C'était la pierre de la bague au doigt d'un sultan ottoman. Et ce sultan a dit que posséder ce grand diamant n'était pas digne de lui, mais de son maître. Il l'a fait retirer, il l'a fait placer dans ce plateau en or et l'a envoyé à Médine. Il est resté pendant des siècles sur le sarcophage, dans le mausolée de notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et il a été sauvé par Fahrettin Pacha et ramené à Istanbul, à sa patrie, là où il a été fabriqué. Nous continuons à le conserver avec le désir et le rêve qu'un jour, lorsqu'il sera temporairement entre nos mains, il puisse à nouveau être placé sur ce sarcophage béni. Le nom du bijou était Kefkebi Duri. Le sultan qui l'a fait réaliser était également le premier, c'était Ahmed. Continuons. Et voici le diamant de Khashoggi que tout le monde est impatient de voir. Regardez, je suis quelqu'un qui vient et va au palais depuis 25 ans et qui raconte. Le diamant de Khashoggi a toujours été exposé de différentes manières. C'est-à-dire que jusqu'à mon âge actuel, j'ai vu de nombreuses expositions différentes. Habituellement, nous voyons le diamant de Khashoggi en 2 dimensions derrière un velours noir. Mais pour la première fois, la direction du palais de Topkapi l'a exposé de cette manière pour que nous puissions le voir de tous les côtés. Et je pense que c'est très réussi. Ainsi, le diamant de Khashoggi a été présenté de manière à être visible non seulement de face, mais aussi de côté, et même légèrement de l'arrière. Je ne vais pas m'étendre longuement sur le diamant de Khashoggi ici, parce que dans cette vidéo, je vous parle du trésor. J'ai une autre vidéo où je parle du diamant de Khashoggi sur ma chaîne YouTube. Je laisse le lien ici. Vous pouvez découvrir son histoire là-bas. Sachez simplement qu'il a été trouvé dans la décharge d'Eri Kapı, près des remparts d'Istanbul. Il a été trouvé Omdede non taillé dans la décharge d'Eri Kapı. Il a été transmis au bijoutier du palais de Mehmed IV, puis taillé pour prendre sa forme actuelle. Je ne vais pas expliquer ces endroits un par un, parce que ce sont des endroits appartenant au palais, utilisés mais présentés de manière spéciale lorsque des invités arrivent. Des objets, des cruches, des aiguières, des plats. Un endroit où ils sont exposés. Bref, nous sommes maintenant à la fin du trésor au palais de Topkapi. L'endroit où l'on doit faire ses adieux doit probablement être cette vitrine. Cet état est un état très riche, parce que cet état est un état très juste. Cet état est un état qui place l'humain au centre, et ainsi, avec la foi, il est devenu une superpuissance mondiale. Quand il a abandonné les qualités qui le rendaient grand, l'État a perdu de sa puissance et sa monnaie a perdu de sa valeur. La première monnaie ottomane a été frappée à l'époque d'Osman Gazi. La première pièce d'or a été frappée à l'époque de Fatih. C'était une petite pièce d'or de la taille d'un ongle. À l'époque de Soliman le Magnifique, la monnaie ottomane avait atteint la taille de la paume d'une main, c'est-à-dire de cette taille
À cette époque, l'économie et la monnaie ottomane étaient si précieuses que les étrangers, c'est-à-dire, selon le terme ottoman de l'époque, les monnaies des pays étrangers, des régions franques, étaient de la menue monnaie. Vous savez, découper un cercle dans une boîte d'huile d'olive avec des ciseaux, c'était équivalent à sa valeur. Et à cette époque, une expression s'est répandue dans l'Empire ottoman. Le côté amusant de l'affaire, ce qui me fait rire, c'est que nous utilisons encore cette expression aujourd'hui. Quand quelqu'un n'aimait pas une autre personne, il disait qu'elle ne valait pas 10 sous en monnaie étrangère. Parce que notre monnaie était cette magnifique pièce d'or, leur monnaie était de la monnaie de fer blanc, c'est-à-dire de la menue monnaie. Elle ne vaut pas 10 sous en monnaie étrangère. Ensuite, nous avons oublié et abandonné toutes les valeurs qui nous rendaient forts et grands. Ensuite, nous avons faibli. Nous sommes devenus l'homme malade, l'état cadavre. Et finalement, nous nous sommes effondrés. Aujourd'hui, la monnaie étrangère est devenue l'euro, le dollar. Elle a pris son envol. Notre monnaie est devenue la 20e. Elle a dépassé 20 fois sa valeur. Mais nous continuons à dire que cela ne vaut pas 5 sous, 10 sous avec la monnaie étrangère quand nous n'aimons pas quelqu'un, en continuant à faire vivre ces jours glorieux dans nos paroles. Nous souhaitons revoir les jours où notre monnaie était à nouveau précieuse, où nous imprimions de l'argent qui avait une contrepartie dans le trésor, à la banque centrale, et où notre monnaie ne perdait jamais de sa valeur parce qu'elle avait une contrepartie. N'oubliez pas, lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, une livre ottomane valait encore 3 dollars américains. Salutations et respect depuis le palais de Topkapı de la trésorerie.